Bonjour à tous, j'ouvre avec le plaisir cette édition 2023 des Perspectives organisée par Natixis IM Managers. Et pour cette nouvelle émission, une formule hybride puisque vous êtes ici présents avec nous à Paris, mais également connectés. Donc quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez participer à tout moment au débat en posant vos questions via le chat ou en demandant le micro dans la salle. Donc je reviens de suite avec mes intervenants que je vais présenter. Donc Stéphane Déo, bonjour. Vous êtes directeur stratégie marché chez Ostrom AM. Jean-Jacques Freeman, bonjour. Vous êtes directeur des investissements chez Vega IM. Léa, bonjour. Léa Dunant-Châtelet, donc gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA Finance. Et enfin, messieurs, Pierre Barral, responsable de la gestion multi-asset chez Natixis IM Solutions. Bonjour. Hervé Guèze, directeur des gestions actions taux solidaires chez Mirova. Bonjour à tous. Donc bonjour, merci d'être avec nous. Donc difficile aussi de ne pas débuter cette édition sans penser à celle de 2022 où l'inflation pointait déjà le bout de son nez. On parlait de taux historiques. Aujourd'hui, l'inflation fait vraiment partie de notre quotidien. On a eu une politique des banques centrales des plus restrictives, avec un contexte géopolitique que l'on connaît. Ce contexte est toujours parmi nous. Il n'est pas encore réglé, avec une pression accrue sur l'énergie, qu'a cependant atténué un hiver plutôt doux, même si ces derniers temps, ça se ressent un petit peu moins. Mais c'est néanmoins dans ce contexte que nous allons ouvrir et que nos intervenants autour de cette table vont se plier à l'exercice des perspectives pour 2023. Donc je vais débuter avec cette question rituelle et un premier tour de table avec chacun de vous. Si vous deviez retenir une seule idée, alors vous avez à peine 1 minute chacun, pour 2023, quelle serait-elle? Pierre, je commence par vous. Par moi, bien. Alors, 2023, selon moi, devrait être l'année de la fin de la normalisation du marché obligataire. Pourquoi normalisation? Parce que 2022, on peut le considérer aujourd'hui, était une année de transition. On a déjà beaucoup communiqué sur le sujet. Et alors qu'on venait, dans les années passées, d'un environnement obligataire avec des taux négatifs qui ont été évidemment très pénalisants pour beaucoup d'entre nous, et qui a été un environnement obligataire extrêmement difficile à gérer. Donc les banques centrales ont dû faire face à une situation tout à fait exceptionnelle en 2022. Donc, ce marché obligataire donc, a subi une très très forte hausse des rendements, comme vous l'avez vu, une inversion des courbes de taux, une volatilité sans précédent. Donc 2023 devrait permettre, en tout cas à partir du deuxième semestre de cette année, une certaine normalisation de ce marché avec une volatilité qui finira par baisser, une lisibilité plus importante sur la croissance notamment, sur les banques centrales également, et puis des courbes de taux qui vont redevenir probablement un peu plus normalisées. Donc quelque chose de plus dans la norme, je dirais, pour le marché obligataire après une année 2022 très complexe sur ce marché-là. Hervé, merci beaucoup. Pierre, Hervé, pour vous, l'idée principale. Eh bien, Caroline, si on se remémore ce qu'on se disait l'année dernière, on était, comme on dit, sur les marchés financiers plutôt constructifs. Et puis j'avais mentionné qu'il y avait quand même une grosse ombre au tableau qui était les bruits de bottes qu'on avait à l'Est. Et effectivement, la guerre s'est déclenchée. Ça a entraîné une année extraordinaire de tout point de vue, exceptionnelle, avec effectivement remontée des taux, prix de l'énergie, matières premières. Et pour le dire franchement, les gestions ESG ont plutôt sous-performé l'année dernière. Ce qu'on peut espérer, alors bien évidemment, avec cette résurrection du risque géopolitique, qui est aujourd'hui le principal risque qui est sur les marchés financiers, soyons humbles, nous ne sommes pas experts de ce risque géopolitique, et donc je ne me risquerai pas à vous dire quand la guerre va se terminer, qu'est-ce que Xi Jinping va faire à Taïwan. Mais ce qui me semble être important de retenir, c'est que au-delà des épiphénomènes de court terme, cette guerre renforce les tendances auxquelles on est confronté structurellement: indépendance énergétique, économie bas carbone, relocalisation des industries. Et ça, ce sont des tendances qui sont le cœur de nos gestions. Et donc, voilà, malgré une année difficile, je reste très confiant pour le style de gestion investissement durable pour les années qui viennent. Merci. Et nous allons développer tous ces points tout le long de cette matinée. Merci Hervé. Stéphane, je vais sur le bout du plateau. Pour vous, l'idée principale. Pour nous, l'idée principale, c'est ce qu'on appelle la revanche du fixed income. Et donc, je vais
pas mal faire écho à ce que Pierre vient de dire. On a eu effectivement une année 2022 un petit peu compliquée sur les produits de taux, pour le dire poliment. Il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est qu'on a un portage, une rentabilité qui est bien plus élevée évidemment qu'il y a un an. Juste pour vous donner un exemple, si vous prenez le crédit IG, c'est-à-dire le crédit de bonne qualité, on a commencé l'année à plus de 4% de rentabilité. Ça fait plus d'une décennie qu'on n'avait pas commencé une année à ces niveaux-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a parlé de normalisation. On pense que la normalisation des politiques monétaires, qui a été extrêmement rapide, touche à sa fin. Et donc d'ici un trimestre, un petit peu plus, on devrait avoir une stabilisation des politiques monétaires, donc moins de volatilité, donc plus de visibilité, etc., etc. Et donc vous vous retrouvez dans un contexte où à la fois vous avez une rentabilité plus élevée, et à la fois, vous avez une volatilité qui pourrait être beaucoup, beaucoup plus faible que ce qu'on a vu l'année dernière. Donc vous gagnez sur les deux tableaux. Très bien. Merci beaucoup. Jean-Jacques. Bien. Alors, le point de focalisation... Alors, on a dit une minute, par contre. Une minute, bon. Alors, le point de focalisation de l'année dernière, c'est très simple. C'était l'inflation, et vous avez un peu vendu la mèche. Hein. Et donc, l'inflation, ça entraînait... C'était déjà un peu perceptible parce qu'il y avait l'histoire de la Covid. Et donc là, il y a eu ce conflit. Et donc ça a complètement déstructuré le marché. C'est-à-dire qu'on a eu des classes d'actifs qui, certaines étaient en bulle et ont corrigé. Et là, ce qu'on a vécu, c'est que tout le monde l'a dit, c'est qu'il y a eu vraiment une désynchronisation des marchés. Il y a eu un phénomène assez étonnant. Il faut remonter aux années 30 pour retrouver le même phénomène, d'avoir à la fois une crise obligataire et une crise d'action d'une telle ampleur. Et donc, ce qu'on va vivre cette année, après l'éclatement de plusieurs bulles, on peut lui donner différents mots, mais disons le mot de normalisation, et d'avoir des corrélations qui de nouveau refonctionnent, et des éléments classiques de diversification qui deviennent de nouveau utiles. Très bien, merci beaucoup. Léa, pour conclure ce premier tour de table. Eh ben alors pour conclure, je vais être un peu contrariante, ça tombe bien, et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Alors nous, ce serait plutôt prudence déjà et discrimination. Prudence d'abord parce que je trouve que la crise des marchés actions n'en est pas vraiment une. On voit où est-ce qu'on a atterri en fin d'année, en particulier sur les marchés européens, et je ne parle même pas de la France, avec finalement une baisse des marchés, somme toute très relative, au regard d'un contexte encore très incertain, d'où cette prudence. On a un peu l'impression qu'on est à l'orée de deux situations, soit celle qu'on a vécue en 2008, c'est-à-dire avec beaucoup d'annonces et de craintes macroéconomiques que l'on ne voit pas arriver concrètement lorsqu'on parle notamment aux entreprises et qui vont certainement se matérialiser l'année prochaine, ou alors une situation comme en 2018 où on a ces craintes qui sont bien établies et finalement qui ne se concrétisera pas. Et pour l'instant, il est encore difficile de dire où est-ce que l'on va atterrir parce que les risques sont encore nombreux. La réponse à ça, c'est la discrimination. On a vécu 10 ans, voire 15 ans de marché avec finalement des grandes tendances menées par les banques centrales, principalement. Ça a été encore le cas l'année dernière. Et on pense que maintenant, la discrimination va se faire au sein de la sélection des valeurs notamment, et en particulier parce que les valeurs de croissance qui ont souffert l'année dernière avaient toutes fonctionné de manière, identiques, sans distinction de qualité. On verra des différences à l'avenir. De la même manière, les valeurs plus value cycliques qui ont fonctionné l'année dernière l'ont fait sans distinction, et à partir de maintenant, dans un marché plus normalisé, ça je m'accorde avec mes camarades, on va devoir revenir aux fondamentaux financiers, à la solidité des entreprises. Merci beaucoup. Donc j'entends quand même beaucoup de normalisation en fait du contexte, avec quand même un petit peu d'espoir, même s'il y a de la prudence. Et c'est sur ces éléments que nous allons ouvrir la première table ronde. Quelles allocations d'actifs pour les prochains mois ? Alors effectivement, on parle de prochains mois puisque c'est un petit peu périlleux, et je me tourne vers vous, Pierre, de se projeter sur l'année complète. Et pour débuter cette table ronde, j'aimerais que l'on fasse déjà, je dirais, une photographie de la situation dans laquelle on est, d'un point de vue macroéconomique, mais on a aussi beaucoup parlé des banques centrales. Rapidement, quelle est leur politique aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Sachant que nous aborderons également ce point plus tard avec Stéphane Déo. Alors, sur le volet macroéconomique, on peut dire aujourd'hui que la situation est peut-être un petit peu moins périlleuse que ce qu'on pensait encore il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'on a des statistiques économiques qui nous laissent penser que les choses sont moins compliquées pour les deux grandes économies, des deux grands côtés de l'Atlantique, à la fois aux États-Unis et en Europe.
ce qui d'ailleurs n'est pas sans poser certains problèmes aux banques centrales d'ailleurs, qui, je le rappelle, sont en train depuis un an d'essayer de faire ralentir cette croissance, de refroidir cette machine. Il se trouve que ce que les banques centrales sont peut-être en train de réussir à faire, c'est justement d'opérer un atterrissage en douceur de cette politique. Et les conséquences de cette politique monétaire est extrêmement complexe. Donc on a des perspectives pour, en tout cas, les 2-3 mois qui viennent, pour le premier trimestre, un petit peu meilleures que ce qu'elles étaient. Je pense qu'on aura de toute façon, évidemment, et ça c'est quelque chose auquel on s'attend, une forte baisse de la croissance en 2023 mondiale par rapport à l'année 2022, ça c'est absolument évident. Et dans les pays développés, on ne devrait pas dépasser les 0 ou les 0,5% de croissance, qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse des États-Unis, du Japon, du UK, des grands pays développés. Sur les pays émergents, ce sera un petit peu mieux, on aura des croissances supérieures, notamment grâce à la Chine, qui va permettre aux pays, notamment d'Asie émergente, de démarrer un petit peu plus fort, puisque la Chine est en train de se rouvrir, et ça c'est la bonne nouvelle, et c'est ce qui permet d'apporter cet optimisme que vous avez tous remarqué, notamment sur les marchés d'actions, depuis le début de l'année, un optimisme qui s'est envolé sur des niveaux d'ailleurs tout à fait impressionnants. On a des bourses qui ont monté de plus de 8% pour certaines d'entre elles en Europe, ce qui est assez impressionnant pour un début d'année. Donc voilà, donc en termes d'allocation, pour le coup, dans les portefeuilles aujourd'hui, nous, chez Solutions, on a vécu l'année 2022 avec beaucoup de prudence, évidemment. D'abord, la prudence sur les marchés obligataires, avec des positions extrêmement faibles, en fait, sur le marché obligataire. On était en retrait. Ça veut dire qu'en ce début d'année, vous avez effectivement, avec ce contexte un petit peu moins anxiogène, revu les positions du portefeuille. Exactement. Alors, on est en train justement de vouloir commencer à revenir sur ce marché obligataire pour les raisons qu'on vient d'évoquer assez rapidement, notamment sur certains secteurs du marché du crédit européen, comme l'investment grade, qui commence à montrer en tout cas des primes de risque suffisamment intéressantes pour commencer à revenir dessus. En Europe, on reste quand même extrêmement prudent sur les marchés souverains. Les obligations souveraines ne nous paraissent pas être totalement sorties du bois, mais ça ne saurait tarder. Mais la volatilité étant encore là où elle est aujourd'hui sur ces marchés obligataires, il nous paraît plutôt prudent de rester à l'écart pour le moment. En revanche, si on doit aller chercher des obligations souveraines, on trouve des rendements qui commencent à être vraiment intéressants avec un risque limité sur les marchés américains. Les bons du Trésor américain, moyen et long également, présente aujourd'hui pas mal d'intérêt. Dernier secteur qui commence vraiment à nous intéresser, qui a déjà pas mal performé, sont les obligations émergentes. Alors, tout ce qui est dette émergente va présenter pour cette année, je pense, une très bonne opportunité d'allocation dans les portefeuilles. Sur les actions... Quand on parle, juste pour revenir sur les dettes émergentes, on est sur quel continent alors, au jour d'aujourd'hui, on part sur du global. On est justement assez peu distinctif. On démarre sur l'émergence, sur les indices globaux, sans prendre vraiment de choix, de paris géographiques très marqués. Très prononcés. Absolument. Bon, je pense qu'on aura l'occasion, dans le courant de l'année 2023, de pouvoir affiner justement, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, les choix, et d'aller chercher des pays peut-être un peu plus précisément. Oui, parce qu'en termes de politique des banques centrales, elles sont un petit peu plus avancées que l'est le continent américain et l'Europe. Absolument. Il y a plusieurs éléments. Les banques centrales émergentes sont plus avancées dans leur cycle de resserrement monétaire. On a également, donc je le disais, la réouverture de la Chine qui est un phénomène plutôt positif. Et puis on a un dollar qui s'est quand même bien retourné et qui s'est engagé dans une tendance baissière qui peut-être n'ira pas beaucoup plus loin, on ne sait pas, mais nous on a le sentiment quand même que ce dollar est allé très loin à la hausse et donc est en train de se retourner, et ça pourrait durer encore un petit moment. Et ça c'est plutôt favorable aux économies émergentes, et donc ça permettrait d'avoir un resserrement de ces spreads sur cette catégorie-là. Voilà pour le marché obligataire. Pour les grandes lignes. Je me tourne vers vous, Jean-Jacques. Vous partagez aussi ces points de vue avec la Chine qui revient, effectivement, avec l'ouverture de la Chine. La politique des banques centrales, est-ce que vous projetez aussi de la même façon ? Quelle est votre grille de lecture chez Vega IM ? Ce qu'on fait, c'est que vis-à-vis du réseau, trimestriellement, on fait justement le point de la stratégie. Donc, il faut repartir, je pense, un petit peu en arrière. C'est-à-dire que fin septembre, on avait décidé de couper la sous-pondération qu'on avait parce qu'il nous semblait vraiment que, à la fois, et ça c'est assez consensuel, donc couper la sous-pondération, c'est de reprendre du risque, à la fois sur le crédit, sur le high yield et sur les actions. Et on a maintenu ce risque jusqu'à présent.
Donc ça veut dire qu'on a quand même un sentiment plus constructif. L'idée qu'il y avait, c'est qu'il y avait un point d'inflexion fort, non pas au niveau des politiques des banques centrales, mais au niveau de l'inflation, qui était, je pense, assez facilement anticipable et que beaucoup d'investisseurs avaient en tête. Ils ont été un peu déçus au bout d'un moment donné parce que ça tardait à venir, mais il y avait un tel effet de base quand on regarde notamment les matières premières. On va rentrer justement avec des comparatifs entre février de cette année et février de l'année dernière, quand le pétrole était beaucoup plus haut, que même cet effet d'amélioration de l'inflation va s'accélérer. Donc voilà, donc il y avait cet élément-là. On trouve que sur les taux d'intérêt, justement, ça a été un peu vite. La décrue a été un peu rapide parce qu'on dissocie l'amélioration de l'inflation avec le changement et une baisse possible des banques centrales. On pense que, justement, les banques centrales vont sans doute tarder à baisser leurs taux. D'habitude, on pense souvent que le discours des banques centrales parfois est un peu, comment je dirais, manipulatoire. Oui, on a vu qu'ils jouaient un petit peu, les marchés et les banques centrales ont joué beaucoup au chat et à la souris ces derniers temps. Oui, parce que finalement, ce qu'elles souhaitent, c'est des financements des États qui soient encore possibles. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas que les États puissent se financer à des taux trop élevés. Et c'est pour ça que pendant la crise de la Covid, elles ont essayé de manipuler, si je puis dire, les investisseurs pour ancrer une psychologie de l'inflation relativement basse. Et puis à un moment donné, quand il y a eu le déclenchement du conflit russo-ukrainien, là c'était plus possible de tenir la position. Et là, fallait au contraire être très ferme pendant quelques trimestres et être prêt à avoir non pas 3 hausses de taux comme elle l'indiquait en début d'année, mais 17 fois 25 centimes. Mais là, on aurait plutôt tendance à les croire parce qu'on pense que il faut vraiment tuer l'inflation dans l'œuf. Donc on pense que vraiment les politiques de banque centrale s'inverseront sans doute en 2024. Et donc, comme il y a encore quelques hausses de taux à venir, si on arrive avec des taux à 3, 3,25 ou 5, 5,25 sur les taux courts, quand on s'est approché des niveaux de 2, voire 1,80 sur le Bund allemand, on trouvait qu'il n'y avait plus grand-chose à gratter. Donc, on avait tendance à revendre un peu, justement, l'obligataire ou le crédit. J'étais d'accord sur le crédit et le high yield qui était un peu en avance. Donc, on avait tendance un peu décréter ces éléments-là. Si on revient, donc on a parlé aussi de la Chine, c'est comme l'événement de cette fin d'année qui va venir bousculer un petit peu le contexte aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que on veut refroidir la croissance d'un côté avec les banques centrales, c'est comme ça qu'elles recherchent. L'ouverture de la Chine, ça remet non pas l'huile sur le feu, mais en tous les cas, ça peut relancer ces problématiques de croissance. Vous avez raison, parce que comme le point de focalisation, c'est l'inflation, il faut voir l'impact de la Chine par rapport à ce thème-là. Et nous, on pense qu'il y a 2 temps. Le premier temps, alors les quelques semaines qu'on va vivre là, le marché passe au travers et peut voir plutôt l'amélioration des chaînes de valeur et le fait que ça va faciliter le shipping en provenance de la Chine. Et ça veut dire que sur une des composantes de l'inflation, qui est celle des biens, il devrait y avoir de l'amélioration. Il y a toujours une composante qui est très hard, si je peux dire, c'est celle des services, notamment avec les salaires, qui, elle, ne s'améliore pas. Et donc, on va avoir une chute vis-à-vis des prix de l'immobilier qui va jouer, une chute un peu au niveau des biens et surtout cette inversion qu'on va connaître au niveau de l'énergie. Donc ça, on pense que c'est favorable pendant justement ce premier semestre. Et donc c'est une fenêtre facile à anticiper en se disant l'inflation qui était à 8,10, elle peut facilement passer à 3,4. Après, c'est un grand mystère, on n'en sait rien. Et justement, au moment où il peut y avoir la question du retournement des politiques des banques centrales, c'est-à-dire au second semestre, à ce moment-là, on risque d'avoir cet élément haussier sur le pétrole, sur les matières premières, justement, du fait de cette réentrée de la Chine. Donc cette réentrée de la Chine, elle peut avoir un effet un peu positif vis-à-vis de la récession tant attendue États-Unis, Europe, qui peut tarder à venir ou qui peut être assez modeste. Par contre, sur le changement de la politique des banques centrales, là, pour nous, ça repousse cet élément-là. Ça, c'est un élément important qui minore finalement le potentiel d'amélioration des obligations souveraines. Donc cet élément de la Chine, il faut toujours le mettre en parallèle avec l'inflation. Dans un premier temps, au-delà des quelques semaines, plutôt positif. Et dans un second temps, l'anticipation comme quoi on peut avoir un discours des banques centrales qui peut être pris à défaut et avoir déjà une baisse des taux en 2023 nous semble beaucoup trop rapide. D'accord, donc on dirait de la visibilité sur ce premier semestre. Voilà. Exactement. Mais pas de pivot attendu, en tous les cas, d'ici la fin de l'année, de la part des banques centrales. Exactement. Il va falloir déjà c'est pour ça qu'il fallait intervenir très tôt. Oui. Vous êtes d'accord, Pierre, avec également? Oui, je suis d'accord. En effet, il y a un phénomène qui est tout à fait amusant en ce moment dans les marchés, qui en tout cas nous surprend beaucoup, c'est que les marchés ne veulent pas croire ce que disent les banques centrales.
Et les banques centrales sont systématiquement obligées de venir remettre les pendules à l'heure assez régulièrement. Ça avait commencé en juillet dernier, ça s'est produit encore en décembre. C'est en train de se reproduire encore en ce moment. Oui, parce que les marchés sont quand même à des niveaux très élevés aujourd'hui sur le marché. Les marchés sont notamment. Très élevés. Les marchés regardent beaucoup l'inflation globale qui a marqué son pic aux États-Unis, on le sait, qui bientôt va marquer son pic en Europe. Mais les marchés ne rentrent pas forcément dans le détail de cette inflation. Et quand on regarde de près l'inflation, en tout cas en Europe, on a encore une inflation sous-jacente, c'est celle qu'on appelle l'inflation core, dont on retire globalement tous les éléments très volatiles, dont l'énergie. Eh bien, on a une inflation qui a du mal à baisser, qui a une inertie beaucoup plus forte et qui reste encore sur des niveaux très élevés. Donc ça, c'est un vrai sujet. Aux États-Unis, on a le même problème sur l'inflation sous-jacente, mais on a un deuxième problème, c'est qu'on a un marché de l'emploi qui est encore très fort et qui, malgré les hausses de taux déjà passées, qui n'ont pas toutes produit leur effet, eh bien, est encore trop fort. On a un nombre de ce qu'on appelle des job switchers aux États-Unis, donc des gens qui quittent un emploi aujourd'hui pour en retrouver un demain avec un meilleur salaire, une meilleure condition, qui est encore très élevé. Et ça soutient une pression à la hausse sur les salaires qui n'est pas du tout souhaitée par la Fed, c'est même l'inverse qu'elle essaye de produire. Donc les banques centrales, on l'a encore vu hier, et on l'a encore vu hier soir et ce matin très tôt, sont en train de revenir à la charge en disant non, on ne va pas baisser les taux tout de suite, on est encore dans une phase de hausse de taux, on est dans une phase de resserrement, et on a besoin de conditions financières qui ne s'améliorent pas trop vite, trop fort. Or, c'est exactement ce qui s'est passé en ce début d'année. On a des marchés d'actions qui sont montés très haut. On avait des marchés obligataires qui ont corrigé en taux très bas également. Donc, c'est des conditions financières qui s'améliorent beaucoup trop vite au regard des banques centrales. Donc, il n'y a aucun doute, les marchés ont voulu y croire à ce fameux pivot, à ce fameux retournement de politique monétaire. Selon nous, il n'aura pas lieu en 2023, en tout cas pas compte tenu des circonstances aujourd'hui. Il y a encore 100 points de base de taux à monter à la Fed, 125 à monter 125 points de base de taux à la BCE également. Le UK, c'est pareil, 100 points. On est encore dans cette phase de remontée et l'inertie est importante. C'est-à-dire que les conséquences de ces hausses de taux se verront plus lentement dans le courant de l'annet. Donc en fait, c'est ça, sur le premier trimestre, parce qu'on a quand même aussi deux banques centrales qui sont légèrement désynchronisées aujourd'hui, et on voit une augmentation des taux inégalée, et on voit une augmentation des taux sur la Fed, la Banque centrale américaine, encore jusqu'à fin mars. Ouais. BCE, Banque centrale européenne, peut-être mai-juin, printemps, et on reviendra encore une fois sur ce sujet. Ouais. C'est ça. On attend en effet encore. Alors on n'est plus très loin, selon nous, à la Fed de la fin de ce fameux taux plafond que cherche à atteindre la Fed autour de 5,25. C'est quelque chose qui devrait se produire d'ici le mois de mars. Il y a un décalage avec la BCE qui a commencé plus tard, donc elle finira évidemment plus tard, c'est normal. Et on a un petit peu plus de hausse de taux à venir, peut-être 25 points de base de plus que ce que doit faire la Fed. Mais globalement, voilà, on est sur la dernière phase. Alors tout le monde est en train d'essayer de se gratter la tête pour savoir si on va monter de 50, de 25, de 2 fois 25, une fois 50, une fois... voilà. Donc ça, c'est le grand jeu des marchés aujourd'hui. Ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt, selon moi. Ce qui compte, c'est jusqu'où on va et combien de temps on y reste. Et nous, on pense qu'on ira aux États-Unis à la Fed sur les niveaux de 5,25. Ce sera un niveau plancher sur lequel la Fed, en principe, et c'est ainsi qu'elle a déjà communiqué, et je pense qu'il faut la croire, qu'elle restera au moins jusqu'à la fin de l'année. Sauf accident, évidemment. Alors, on a effectivement une question de reprécision. On parle beaucoup du premier semestre. On n'a dit pas vraiment de pivot, donc de retournement, en tout cas d'une anticipation, enfin un début de baisse des taux au second semestre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on aura des augmentations au premier semestre, et là, les banques centrales vont maintenir les taux, et au second semestre, on fera le point à l'été. Exactement. Oui. Je le disais, il y a un besoin, il faut à peu près compter entre 6 mois et 1 an pour constater les conséquences du resserrement monétaire dans l'économie réelle, en fait, sur les agents économiques eux-mêmes. Donc, on a commencé en mars de l'année dernière à la Fed. Oui, c'est ça, c'est mars. Mars, on avait commencé, et surtout juin, on a accéléré fortement. Donc, on est déjà bien avancé dans le cycle, et on devrait commencer à voir, et on les voit d'ailleurs, les conséquences sur la macro. Je pense que la Fed saura attendre le temps nécessaire avant de commencer à envisager de rebaisser les taux. Il ne faut pas oublier non plus que les objectifs d'inflation de nos banques centrales, c'est 2%.
on en est encore très très loin pour le moment. Les perspectives qu'on a sur l'année nous mettent, même avec la baisse qu'on va avoir, et heureusement cette année en 2023, autour de 5, entre 4 et 5% d'inflation un peu partout, ça va nous porter encore très loin des objectifs. Donc voilà, beaucoup trop tôt à mon avis pour relancer et réinjecter en fait de la stimulation monétaire dans un marché qui n'a pas encore touché ses objectifs, on s'en faut. Alors, il nous reste juste quelques minutes sur cette première table ronde. Si on résume, en termes d'allocation, sur les grandes classes d'actifs aujourd'hui, où on est Natixis IM Solutions, et la même chose par la suite pour Vega IM. Alors, bon, très rapidement, donc je le disais, sur le marché obligataire, on a tendance à vouloir commencer à profiter des prochaines hausses de taux sur les taux longs, en tout cas, qui vont commencer, qui vont à intervenir dans les semaines qui viennent pour remettre un peu de duration, un peu de risque obligataire dans les portefeuilles, avec de l'investment de grade notamment, je le disais, donc une partie de crédit, d'obligation de crédit qui nous intéresse. On est probablement trop tôt encore pour entrer sur le crédit un peu plus dur, comme le crédit high yield, ces obligations à haut rendement, pour une simple raison, c'est qu'on a encore des taux de défaut qui sont très faibles, qui ne peuvent que monter, et qu'à la fin du compte, les résultats des entreprises qui vont être publiés sur Q4, voire sur Q1, risquent d'être encore un petit peu chahutés, parce qu'il y a beaucoup d'effets de l'année 2022, notamment en termes d'inflation, qui n'ont pas encore complètement été publiés dans ces résultats-là, dont l'impact n'a pas été complètement vu sur ces résultats-là. Donc on pourrait avoir pas mal de surprises, et je pense qu'il faudra être très distinctif, en effet, dans le picking qu'on fait des entreprises de ce point de vue-là. Sur le marché des actions, on était encore un petit peu négatif, nous, c'est-à-dire sous-pondéré par rapport à nos indices de référence dans nos portefeuilles. On souhaite le rester. On risque d'avoir encore un mois de février un peu compliqué sur les marchés d'actions, notamment pour les raisons que je viens d'indiquer, c'est-à-dire la publication des résultats des entreprises. Ça a commencé aux États-Unis, qui commence également en Europe, qui va durer encore quelques semaines. Voilà, il faut être prudent. Le premier semestre risque d'être un semestre encore volatile, avec pas mal de surprises. Globalement, moi, ce que j'attends sur 2023, c'est un profil de performance des marchés d'actions en U ou en V, on l'appelle comme on veut, mais globalement avec un premier semestre plutôt volatile, la hausse qu'on vient d'avoir de 8%, c'est de la volatilité quelque part, ce n'est rien d'autre que du bruit. Ça s'appuie sur pas grand-chose en réalité. Voilà, on pourrait très bien avoir la même chose, c'est-à-dire moins 8% dans l'autre sens dans les jours qui viennent. D'ailleurs, ça a peut-être commencé avec ces derniers jours, les publications aux États-Unis et le marché américain qui a l'air un petit peu tendu. Donc voilà, donc on va rester super prudent sur le marché des actions, mais on a très très envie de revenir en 2023 dans la deuxième partie de l'année, parce que c'est à ce moment-là que les banques centrales auront finalement retrouvé le niveau de taux qu'elles cherchaient et qu'elles auront de la marge de manœuvre pour pouvoir agir en cas de ralentissement trop prononcé de la croissance. Bref, le boulot aura été fait dans le bon sens, et donc c'est pour ça que je parlais de normalisation tout à l'heure de tout ça. On va retrouver en fait une certaine sérénité avec des banques centrales qui pourront bosser normalement, des courbes des taux qui seront assez normales, et une visibilité qui sera beaucoup plus facile pour nous gérants à anticiper dans la construction de nos portefeuilles, et puis cette fameuse corrélation entre les deux classes d'actifs. Alors justement, je vais me tourner vers Jean-Jacques. Vous l'avez précisé, vous êtes déjà revenu sur le marché actions fin septembre. Aujourd'hui, quelle est votre vue? Vous êtes aussi optimiste, je dirais, que... Alors sur la partie taux, comme on l'a dit, on a tendance à écréter. Enfin, on n'a pas tendance cette semaine, on le fait. Donc on écrète en pensant qu'il n'y a plus grand-chose à gagner sur la baisse des taux longs, que ce soit américain ou européen. Sur la partie d'action, donc ça, avec la dérive, ça faisait une surpondération qu'on a coupée cette semaine. Par contre, on est peut-être plus constructif sur le premier semestre. On pense vraiment qu'il y a une ligne de démarcation quand même qui s'est faite entre des niveaux qui étaient incapables d'être atteints depuis la guerre russo-ukrainienne du 24 février. 3 fois, on s'était heurté sur des niveaux, on va dire 3800 sur l'Eurostoxx, etc. Aujourd'hui, on pense qu'on est repassé quand même au-dessus. Donc, il y a quelque chose de plus constructif. Il fallait voir qu'à l'époque, il y avait vraiment un sentiment à la fois qu'on allait plonger en récession, que l'aspect énergétique a été une donne complètement différente. On pensait, en termes de restrictions de ça, c'est des éléments qui sont vraiment passés. En plus, il y avait un niveau, je pense que la construction et la hausse ne s'est pas fait sans rien. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois un niveau de pessimisme extrêmement important, et les vieux boursiers se rappellent qu'une hausse, ça commence dans du pessimisme, ça se poursuit dans du scepticisme qu'on vit, après il y a de l'optimisme, et puis après, quand il y a l'euphorie, là, faut vendre.
On n'est peut-être pas au stade euphorique quand même. Voilà, donc c'est l'élément sur les quelques années à retenir. On est toujours pas au stade euphorique. Il y avait vraiment une sous-pondération de beaucoup de gérants. En termes de valorisation, on était nettement sous les valorisations. Aujourd'hui, alors une valorisation, c'est jamais un élément en soi pour acheter, mais avec finalement le game changer qui a été celui de la perception de l'inflation, on est revenu à des valorisations moyennes. Il n'y a que ça qu'on peut dire. Faut pas avoir en tête en se disant tiens, ça a pris 8, puis ça a pris 25 par rapport à septembre. Non, on est revenu à des valorisations moyennes. Voilà. Donc ensuite, sur la discrimination, je suis d'accord, bien sûr. Alors, vers quel thème structurel il faut se diriger? On voit bien que l'entrée de la Chine et des thèmes structurels durables, c'est tout ce qui est métaux, matières premières. Il y a vraiment une nouvelle donne là qui se dessine. Et je pense que dans nos allocations, c'est quelque chose vers quoi aller aussi. Après, paradoxalement, on peut encadrer ça avec le pendant, le symétrique, qui est vraiment sur les valeurs de croissance américaines, qui sont vraiment extrêmement délaissées. C'est les premières qui avaient craqué avant même finalement la baisse du Nasdaq en fin 2021 avec les mid-cap, qui avaient des valorisations extrêmement fortes. Elles ont beaucoup souffert de la hausse des taux. Donc dans un environnement où on pense qu'il y aura une stabilisation des taux, ce qui a été fait a été gagné, mais une stabilisation des taux, on voit là qu'on a des valorisations qui sont vraiment revenues sur des niveaux extrêmement faibles pour des business quand même de très grande qualité, les meilleurs ingénieurs au monde. Et on voit que de nouveau, il y a une pratique finalement qui ces boîtes auparavant, on cite Amazon, ce qu'on a pu voir finalement sur des destructions d'emplois, mais on voit qu'on re-rentre dans quelque chose qui va être un schéma plus traditionnel de communication vis-à-vis des investisseurs. Donc, dans les deux bouts finalement de la chaîne, il nous semble qu'il y a des perspectives plus constructives. Donc là, ça a été extrêmement vite, bien sûr. On pense que les niveaux pivots, qui avaient été les niveaux sur lesquels le marché s'était heurté à différentes reprises, parce qu'il y avait vraiment une crise énergétique grave, constituent aujourd'hui des niveaux de support sur lesquels on reviendra sans doute un peu surexposé à ce moment-là. Ouais. C'est ça, ce qui était des niveaux, on parlait de 6700 points pour le CAC 40. De résistance très, très aujourd'hui, forte, ce sont des planchers qui ne seront plus percés, selon vous. Normalement, sauf s'il y a une aggravation. Alors, il y avait deux éléments géopolitiques, nous, qu'on avait en tête. Il y en a un qui pouvait être, et ça c'est plutôt l'architecture ouverte, donc des gérants chinois sur place, qui voyaient le fait que malgré l'échec du 20e congrès du PCC sur une ouverture plus grande, ils voyaient une forme de libéralisation sur la Covid. Alors ça a été encore plus vite, d'une manière plus importante qu'on attendait, mais ça c'était vraiment attendu par le marché. Il y avait un deuxième élément, hélas, qui se met pas en place, qui était avec le basculement des Républicains à la Chambre, le fait que peut-être que les États-Unis pouvaient avoir un soutien moindre vis-à-vis de l'Ukraine et qu'à un moment donné, en 2023, on pouvait avoir, avec l'échec russe, une forme de négociation. Et là, on voit que cet élément-là, qu'on pouvait anticiper encore il y a quelques mois, et qui aurait été vraiment le dernier élément haussier et favorable, on est en train de passer à côté. Ça ne se résout pas de ce côté-là. On n'a qu'à voir les nominations au niveau de la Russie. Donc voilà, c'est quand même l'élément qui aurait pu être un peu plus rassurant, mais qui reste toujours cet élément un peu en suspens sur le marché russe. Mais oui, c'est un élément, on pense pas qu'on peut revenir sur les éléments qu'on a vécu. Il y avait vraiment une donne différente en matière énergétique et en matière de croissance par rapport au pire de ce qu'on pouvait anticiper en 2022, en effet. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a déjà évoqué, non pas rapidement, le marché action. Je me suis dépêché. Je parle vite. Mais quoi qu'il en soit, c'est le thème de notre prochaine table ronde et que nous allons ouvrir dès maintenant. Alors, je vais m'adresser plus particulièrement à vous, Léa. Vous avez commencé effectivement cette séance par de la prudence. Je sais aussi que certaines valeurs qu'a évoquées Jean-Jacques vous tiennent à cœur, d'autres un peu moins peut-être. Est-ce que vous pouvez nous dire votre sentiment sur le marché action aujourd'hui ? Alors c'est très intéressant parce qu'en plus on rentre dans la période de publication des résultats annuels et donc pour nous effectivement gérant action c'est une période extrêmement importante et ça corrobore ma vue prudente. On est en train d'ouvrir le bal des profit warnings. C'est important de l'avoir en tête parce que ça touche d'abord beaucoup de secteurs. À commencer par les secteurs liés à la construction d'une manière générale qui a beaucoup ralenti évidemment, même si la rénovation reste assez forte, on voit que ce secteur-là est mis à mal. On a vu beaucoup de profit warning également dans tout ce qui était consommation discrétionnaire.
Le consommateur n'est plus là, en tout cas plus aussi présent qu'il l'a été les 2 dernières années et en particulier en période de Covid. Alors est-ce que c'est lié à des craintes liées à la macroéconomie? Est-ce que c'est plutôt lié à finalement un effet de on a consommé beaucoup plus que prévu les 2 dernières années? C'est encore difficile de le dire. Beaucoup de secteurs, donc pour résumer, je ne vais pas tous les citer, qui montrent des signes de faiblesse. Et surtout, un discours de dirigeants qui aujourd'hui est assez fermé. Pas de visibilité. La Chine, par exemple, est un élément très important. On voit que, d'un point de vue macroéconomique, tout le monde s'accorde à dire que ça va réouvrir. En revanche, les dirigeants d'entreprises qui sont très exposés à ce marché nous disent assez clairement, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Et on ne pense pas qu'on verra grand-chose avant avril, mai. Donc, ça nous laisse encore un certain temps pour pouvoir réagir. Et puis alors, dernier élément sur notre vue action qui est important, je pense, c'est que les craintes principales qu'on avait l'année dernière sont toujours présentes de notre point de vue. C'est-à-dire que l'effet inflation, je vais commencer par celui-là, il est majeur sur les entreprises. On voit des entreprises qui nous annoncent des hausses de coûts en matière énergétique qui sont phénoménales, parfois qui doublent leurs factures quasiment, même si parfois ça n'est que 5-10% de leurs coûts globaux. De la même manière, on a l'inflation salariale qui en fait ne fait que commencer. En réalité, l'effet de l'inflation salariale va arriver cette année. Donc une certaine vigilance sur la capacité d'entreprises à maintenir leur marge, parce que c'est de ça dont on parle. Il va y avoir évidemment sur le marché action la capacité à maintenir une certaine croissance. On parlera probablement de thèmes qui sont porteurs plus tard. On a la capacité d'une entreprise à maintenir ses marges, à être résiliente, et ça va de pair souvent avec des modèles intégrés qu'on va souvent privilégier, et puis enfin des résultats que l'on voit quand même relativement en berne. Donc on est prudent sur cette première partie de l'année, et on va attendre de voir plus de visibilité, tout simplement, ce que nous disent les entreprises. Nous ne voyons pas grand-chose. Là, les profit warnings annoncés, alors qu'à fin d'année, sur les derniers trimestres, les résultats étaient quand même très positifs. Le discours commençait à voir à point de la part des chefs d'entreprise quand même quelques nuances, si je puis dire. Mais là, on est vraiment dans une autre situation, avec des marges qui sont mises à mal. Donc cette capacité aussi des entreprises à reporter le coût sur le prix final. Absolument. Et d'ailleurs, vous avez raison, et c'est ça qui est intéressant on va dire sur les 12 derniers mois. L'été 2022 s'est concentré sur une appréhension de la baisse finalement des chiffres d'affaires d'entreprise par l'effet prix. Peuvent-elles encore, ces entreprises, passer des hausses de prix comme elles l'ont fait pendant quasiment 18 mois ? Et on n'a pas eu cet effet. Elles ont réussi à passer les hausses de prix. Ensuite, on a eu des craintes au T4 sur leur capacité à maintenir leur marge du fait de cette inflation. Et elles ont maintenu leur marge. Donc finalement, là, on a un peu l'impression d'arriver au bout. Il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Donc si tout va bien, ça va passer. Si en revanche, le spectre global d'une récession, même technique, très rapide, s'avère réel, ça risque d'être compliqué. C'est ce que vous disiez aussi. Est-ce qu'on est dans une situation de crise que l'on va maîtriser ou alors de crise que l'on ne maîtrisera pas? Donc là, la question reste ouverte. Hervé, pour vous, si on commence par un point de vue général, justement, de ce marché action. Alors, plus positif, mais pas de boule de cristal non plus, mais ça reste prudent. Ouais, non, plus positif sur la classe d'actifs actions pour plusieurs raisons qui ont été mentionnées. C'est-à-dire, si on se rappelle les points qui avaient surgi sur les risques que faisait peser la guerre en Ukraine, donc on a eu montée de l'inflation. Aujourd'hui, on est en désinflation. Alors, est-ce que on reviendra vers les niveaux de moins de 2%? Probablement pas. On aura une inflation qui sera dans les années à venir structurellement plus élevée, mais on a des effets de base clairement élevés. Les banques centrales ont joué leur rôle, donc le sujet de l'inflation a l'air commencer à être bien maîtrisé. Et il est maîtrisé de façon importante sur un des éléments qui était une grosse incertitude, c'est-à-dire est-ce qu'on allait rentrer dans des spirales inflationnistes, boucle salaire-prix? Or non, on a bien sûr une inflation salariale. Heureusement, j'ai envie de dire pour nous tous en tant que consommateurs, on a eu un peu d'augmentation salariale, mais on n'a pas cette spirale inflationniste salaire-prix. Donc on n'est plus sur ce niveau d'inquiétude. C'était un des éléments incertains. L'autre élément, c'était problématique énergétique, risque de pénurie, blocage, matières premières.
Bon, vous avez vu en France, on va devoir un peu vider les cuves de gaz tellement elles sont remplies. Et l'année prochaine, on est déjà sur des niveaux d'approvisionnement qui. Il y a moins de pression quand même sur l'énergie. Il y a beaucoup moins de pression sur l'énergie. Donc plus personne ne parle de risque d'approvisionnement pour l'année prochaine. Entre les investissements qui ont été faits en Allemagne et ailleurs sur les zones portuaires, sur le GNL, les approvisionnements, les cuves sont au plein, etc. Donc cet élément de risque fort a disparu. Dernier élément de risque, c'était de dire est-ce que effectivement, avec cette hausse très forte qu'il va falloir faire sur les taux d'intérêt pour calmer l'inflation, est-ce qu'on va rentrer dans une récession dure et lente? Aujourd'hui, on parle plus de est-ce qu'on va quand même aller vers une récession technique ou pas? Bon, c'est quand même un élément structurellement très différent. Et face à ça, un positionnement investisseur sur le marché action qui est pas très agressif. Donc on a, certes, ce que je viens de dire est assez consensuel, donc on pourrait se dire attention, ça commence à être globalement plus positif, mais néanmoins, on n'a pas vu un retour massif des investisseurs, on a des allocations d'assureurs qui restent très prudents sur la classe d'actifs actions, etc. Donc on n'est pas en surinvestissement sur la classe d'actifs actions. Voilà, donc moi, globalement, plus positif sur la classe action pour les années qui viennent. Alors effectivement, c'était plus facile pour moi de dire ça il y a 3 semaines qu'après un rallye de 8%, mais voilà, globalement, il y a peut-être un petit risque de correction à court terme, mais je ne prendrai pas le pari de jouer le risque de correction à court terme parce que les niveaux de valorisation me semblent toujours attractifs. L'année 2022, on a eu une baisse de valorisation de 4-5 points de multiples de résultats. Et je pense qu'on a toujours du rattrapage potentiel sur la classe d'actifs actions. Voilà. Ayant dit ça, évidemment, il faut pas. Notre métier, c'est pas juste de dire on est positif action et venez sur nos fonds Loganly actions, c'est de faire de la sélection là-dedans. Et aujourd'hui, on va séparer peut-être ce qui est tactique et ce qui est stratégique. Ce qui est tactique, je pense, c'est la value Europe et notamment les financières. Ça. C'est une anomalie pour moi, c'est-à-dire qu'on est revenu sur des niveaux de valorisation en termes de multiples qui sont extrêmement bas. On n'a jamais eu des multiples aussi bas. C'est-à-dire que les actions de ces entreprises sur ces secteurs-là, compte tenu de leur profil de bénéfices, ne sont pas très chères. Oui. Alors ça a jamais été, ça a été dit, ça n'a jamais été un signal en soi, puisque après ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que si on se dit oui, mais de toute façon les résultats sont plutôt décroissants, etc. Donc ça reviendra jamais. Or qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour ça que je parle des financières. Qu'est-ce qui a été dit? Les taux vont être structurellement plus élevés, plus longtemps, avec une courbe qui va se normaliser. Et donc on va retrouver sur ce segment-là, on va casser cette dynamique de crainte systématique sur le niveau de marge et de résultats des entreprises financières, sur des multiples de valorisation extrêmement bas. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de revenir sur ce segment-là, qui est un segment, alors là pour le coup, complètement délaissé du marché action. Tactiquement, il faut surpondérer assez fortement le secteur financier. Deux autres endroits où on a tactiquement, il nous semble qu'il est intéressant de revenir, les petites et moyennes entreprises. Ça a été, s'il y a eu un endroit avec la technologie aussi qui a été très abîmé l'année dernière de façon totalement indiscriminée, ça a été les petites moyennes entreprises. Et assez logiquement, grosse crainte de récession, crise énergétique, etc. Donc tout le segment petites et moyennes entreprises, risque de défaut, etc. Donc petites et moyennes entreprises, segment intéressant à jouer. Voilà, donc ça c'est positionnement tactique. Technologie, oui, il y a des endroits très intéressants. Il reste des valeurs qui sont un peu déconnectées quand même. Donc là, probablement, ce sera là où on aura sur le secteur technologie le plus de discrimination. Et la technologie européenne me paraît là aussi assez sous-valorisée compte tenu de certaines tendances. Voilà. Après ça, c'est positionnement tactique. Ensuite, si on regarde à un peu plus long terme, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? On est quand même en train de se dire que les tendances de fond, j'y faisais un peu écho en introduction, transition environnementale extrêmement forte, besoin d'investissement majeur, plan d'investissement comme on n'en a pas connu, au point que notre président va aux États-Unis en disant qu'il trouve ça agressif et qu'il faudrait que l'Europe fasse plus. Donc on a un shift très important dans l'économie qu'il faut avoir en tête vraiment, je pense, pour les 10 ans qui viennent, moins de consommation, plus d'investissement. Il faut garder à l'esprit moins de consommation, plus d'investissement. Et cet investissement va être aussi en partie porté par un effort public plus élevé. Alors bien sûr, il y a un vrai sujet pour l'État, c'est comment on finance ça, le profil de dette, etc. Mais
globalement, la direction qu'on prend, c'est des investissements extrêmement forts, notamment liés à la transition écologique, énergétique et écologique, et des consommations plus faibles, parce que s'il faut investir, c'est compliqué aussi de consommer. Voilà. Donc, stratégiquement, on va rester effectivement sur la consommation en règle générale beaucoup sous-pondérée dans les années qui viennent. Par contre, dans le secteur qui investissent et qui ont bénéficié de ces plans d'investissement, on va être structurellement long et évidemment, on va être structurellement exposé à tout ce qui relève de la transition environnementale, parce que il y a une vraie question effectivement sur la capacité à avoir des modèles de croissance rentables sur ces secteurs. C'est un vrai sujet qu'il va falloir traiter, mais on pense qu'on est en train de les traiter. Matières premières qui sont en train de baisser. L'idée qu'il faut vivre avec des prix de l'électricité structurellement faibles, une idée qui est en train de passer un peu de mode, et on préfère la sécurité des approvisionnements plutôt que de se dire tiens, comment on va passer l'hiver. Donc les phénomènes de compétition sur les prix, donc, sur l'électricité. Il y a un changement de comportement aussi de la part des consommateurs, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Voilà, donc beaucoup d'investissements, donc transition environnementale à jouer et plan d'investissement important. Alors, ça rejoint une question que nous avons, justement, ces investissements et les impacts de la transition énergétique et aussi une certaine, on n'a pas tout à fait évoqué ce terme de relocalisation aussi. Ouais. Ça va quand même avoir un impact sur l'inflation. Donc, est-ce qu'on ne tombe pas sur une spirale qui va... Non, alors, pas une spirale. Enfin, alors là, pour le coup, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Il y a déjà 2 ans, avant le pic d'inflation, on l'a peut-être pas suffisamment mis en œuvre, mais on avait dit l'inflation, structurellement, va être plus élevée. Parce qu'on est sur ces tendances-là. C'est-à-dire que on ne fera pas... d'inflation, c'est pas nuisible à une croissance. Non, on a eu des années merveilleuses de croissance économique, d'inflation à des niveaux un peu plus élevés, avec des investissements. Un taux d'inflation d'1%, quelque part, alors, c'est très bien pour les retours sur capitaux investis, on a permis de délocaliser, etc. Mais structurellement, une inflation qui serait plutôt à 2-3%, qui permet des ajustements de prix, c'est très bon pour l'économie en soi. On n'a pas de problème à vivre avec une économie, avec une inflation à 3% plutôt qu'à 1%. Au contraire. Et cette inflation, elle va être là pour faire face à ces besoins. On ne pourra pas faire... de la relocalisation, c'est-à-dire plus d'indépendance sur les chaînes d'approvisionnement, des investissements importants à faire, sans structurellement quelque chose qui est un peu plus inflationniste. Donc ça, on va l'avoir. Mais c'était parler de normalisation. Je pense que ce discours-là, qui était un peu minoritaire il y a 2 ans, aujourd'hui devient consensuel, mais consensuel dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il se reflète aussi dans les anticipations de tous les acteurs. On sait qu'on a une inflation structurellement un peu plus élevée. C'est pas un problème, ça veut dire effectivement des taux un peu plus élevés. Voilà. Donc on va vivre dans cet univers-là. Crise énergétique, enfin, on vit une transition très très forte. Regardez les prix du gaz, enfin, on a une volatilité incroyable. Là, on était sur des prix qu'on n'avait jamais vus. Là, il y a quelques publications qui commencent à sortir en se disant, est-ce qu'on va pas avoir comme à une époque les prix du pétrole négatifs, des prix du gaz négatifs, tellement on a eu un effort d'investissement et de surcapacité et en stockage. Donc, il faut s'extraire un petit peu de ce bruit-là. Je ne vais pas vous dire est-ce qu'il faut acheter ou vendre le gaz maintenant, mais l'effort de transition énergétique, il est lancé, il est en marche, il est remis devant la scène. Tous les acteurs sont en train d'investir là-dessus. Voilà, ça entraîne énormément de secteurs. Pour vous, Léa, en termes, là, on a parlé de transition énergétique, pas que, mais c'est aussi l'un des secteurs, évidemment, que vous regardez, mais surtout, comment vous le regardez? Quelles valeurs, quels secteurs vous allez aller chercher? Alors, sur le sujet spécifique transition énergétique, avec beaucoup de discernement, parce que il faut pas céder à l'effet de mode. On est en train de voir qu'aujourd'hui, la discrimination dont je parlais en introduction est devenue très forte. La chaîne de valeur de la transition énergétique, elle est extrêmement large. On va en reparler après, donc je vais pas la détailler maintenant parce qu'on a eu un point spécifique là-dessus. Prenons simplement les équipementiers dans les énergies renouvelables. C'est un business qui est quasiment terminé. C'est-à-dire que c'est un business qui s'est vendu auprès des investisseurs sur des niveaux de valorisation de nouvelles technologies. Or, ça n'est que de la commodité. Il suffit de prendre un peu basiquement ce que c'est aujourd'hui la construction d'une éolienne. C'est des boulons que l'on visse sur une pale, qu'on raccroche à un système. Et on voit que l'un après l'autre, l'ensemble des acteurs s'écroulent parce qu'on a cru à une histoire, on a cru que parce qu'il y avait une transition énergétique, il n'y avait pas de business model derrière à assumer. Donc on va être extrêmement distinctif. La transition, je suis d'accord avec Hervé, elle est là, on la voit, il y a des financements qui sont énormes et quelque part pas assumés par les entreprises, donc ça met pas à mal leur capacité à elles. En revanche,
attention parce que tout n'est pas bon à prendre. Et là, on le voit de plus en plus et on va être extrêmement vigilant. Je pense également à l'énergie renouvelable de manière générale, où on voit un atterrissage particulièrement compliqué parce que le régulateur s'invite dans la danse, et quand le régulateur s'invite dans la danse, on n'a plus de visibilité. Et c'est exactement ce qui se passe. Est-ce qu'on taxe des profits? Est-ce qu'on les taxe pas? Donc je vais reprendre un peu je vais me réécarter de ce sujet spécifique parce qu'on va y en revenir. Parce qu'il y a aussi d'autres secteurs sur lesquels... Alors exactement. Et donc... indépendamment des secteurs. Nous, on est agnostique des secteurs parce que tous les secteurs ont leur place dans la cotation, et c'est important de le redire. Une prudence par rapport à certains secteurs qui finalement ont eu le vent dans le dos. Ce que l'on va regarder, c'est d'un point de vue microéconomique, comment se situe l'entreprise. Ce qui va faire la différence, tous secteurs confondus, dans les 2-3 prochaines années, c'est la capacité de pricing power d'une entreprise. C'est le premier élément, c'est-à-dire une entreprise, vous l'avez dit vous-même, avoir la capacité de passer des hausses de prix aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que vous avez des entreprises dans le secteur de l'automobile qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Et pourtant, c'est le même secteur. Parce qu'il y en a qui ont un pricing power, d'autres qui ne l'ont pas. Le bilan des entreprises, la dette des entreprises va être crucial dans les 2 prochaines années. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous allez sur des secteurs à longue duration, par nature, vous allez avoir effectivement une vigilance particulière, mais cette vigilance, elle se fait par discrimination. Dans justement la production d'électricité, on a des entreprises qui partent sur des niveaux de dette relativement contenus, et certaines qui ont multiplié par 5 ou 6 ces niveaux de dette aujourd'hui, et qui ont des besoins de financement parce qu'elles ont des plans à venir de construction massifs. Donc, grosse vigilance évidemment sur la partie dette. Ça va être et je pense que ça touche à peu près tous les secteurs qui sont concernés par la dette. Et puis enfin, dernier aspect, la chaîne d'approvisionnement. Effectivement, nous on privilégie des modèles qui sont concentrés. On voit bien aujourd'hui que lorsqu'on a une chaîne de valeur qui est éparpillée, le savoir-faire c'est quelque chose d'essentiel. Le savoir-faire, j'ai repris cette notion récemment. C'est savoir-faire, c'est celui qui fait. C'est pas avoir une idée géniale et la faire ailleurs. Et puis, finalement, c'est le savoir pas faire et on prend les bénéfices. Ça marche pas dans la durée. Et on voit bien que les seules entreprises qui ont cette capacité d'adaptation rapide aujourd'hui et qui se traduit dans leur compte de résultats sont des entreprises qui ont été relativement intégrées. Et puis, grosse vigilance sur les grands secteurs en transition. Je vais reprendre l'automobile rapidement. Il y a des grandes annonces qui sont faites et là aussi, il faut prendre un petit peu de recul. Les grandes annonces qui ont été faites sur le secteur automobile sont belles sur le plan philosophique, sont irréalisable sur le plan technologique. On retrouve un peu à travers, si je puis dire, de certaines valeurs technologiques. En tous les cas, on raconte une belle histoire, on a envie d'y croire, mais si on regarde les chiffres notamment, c'est plus compliqué. Exactement. Et c'est vrai que écouter ce que les dirigeants ont à dire dans ces situations-là, le passage au tout électrique par exemple, dans l'automobile, est quelque chose qui n'est pas réalisable et qui nous met en tout cas en Europe, dans une dépendance vis-à-vis de certaines matières premières notamment et de chaînes d'approvisionnement qui va être compliquée à gérer. Donc, pour revenir au propos général, je vais pas distinguer les secteurs qui vont marcher ou qui vont pas marcher. On voit bien sur l'année 2022, juste pour rappel, les secteurs qui ont marché le premier trimestre sont ceux qui n'ont pas marché le deuxième trimestre, qui n'ont pas marché le troisième et qui ont remarché le quatrième. En gros, si vous n'avez pas bougé entre le 1er janvier et le 31 décembre, c'était bon. Vous étiez assez bien. Donc, le but, c'est pas de remanier en permanence, c'est d'être équilibré et surtout de s'assurer que dans la sélection des valeurs, on va être vigilant sur les points fondamentaux. Donc là, on a vraiment un retour à l'analyse fondamentale et d'aller vraiment chercher les entreprises. Ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, gérants, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on est challengé par des gestions finalement soit quantitatives, soit indicielles, qui ne prennent pas tellement de risques et qui... C'est la macro qui fait ça. Là, on voit bien qu'on revient sur cette normalisation favorable aux gestions de conviction. Alors, j'ai une question aussi qui n'a pas été du tout évoquée ni par l'un ni par l'autre alors qui est plus géographique sur les pays émergents. Alors, elle est évoquée indirectement. Est-ce que les pays émergents je ne sais comment poser la question d'ailleurs. Est-ce que vous y intéressez? Est-ce que là si on reparle de l'approche microéconomique, vous allez aussi aller chercher des entreprises qui sont en lien avec ces zones géographiques-là? Oui, bien sûr. Alors, les zones émergentes privilégiées, je vais les faire de manière très très simple, et je pense que c'est pas très original. C'est plutôt la partie asiatique qui nous intéresse plus que l'Amérique latine. Clairement, l'Afrique, j'en parle pas particulièrement. Et donc, à l'intérieur de ces zones géographiques-là, la
vigilance, c'est essentiellement le contexte géopolitique, d'où cette préférence quand même pour l'Asie que pour l'Amérique latine, qui nous semble quand même plutôt stable. Et effectivement, là, on va avoir une reprise très forte du fait de la sortie Covid de la Chine, ça c'est une évidence. Mais ne nous y trompons pas, ces zones-là sont des zones qui adressent le marché international. Donc on a l'impression que la Chine va être le trigger de l'année 2023. En réalité, ce sont des entreprises qui, en général, sont les fournisseurs des entreprises mondiales qui sont déjà bien reparties. Donc voilà, on n'a pas d'allocation particulière de ce point de vue-là, on est relativement agnostique et c'est plutôt un picking, encore une fois, société par société, plus que par zone géographique. Très bien. Pour vous aussi, Hervé? Une zone émergente, c'est une zone sur laquelle on investit, nous, très peu. Donc, je ne peux pas, clairement pas faire une expertise. En plus, quand on parle de zone émergente, enfin, on parle de la moitié de la planète avec des dynamiques extrêmement différentes, donc très compliquées. Il y a un point, évidemment, qui est dans toutes les têtes, c'est réouverture de la Chine, valorisation Chine, etc. Évidemment, toutes les entreprises sont exposées à la Chine. Donc, quand on n'est pas exposé directement aux émergents, on l'est via les modèles d'entreprises qui ont des activités en Chine. Donc, je pense clairement que avoir en tête ce thème de la réouverture chinoise et l'exposition à la Chine pour les valeurs des pays développés est un thème intéressant sur l'année 2023. Par contre, si on veut jouer le segment chinois des valeurs cotées, c'est un peu comme l'inflation. Je pense qu'on ne reviendra pas sur les niveaux qu'on a connus. C'est-à-dire le signal qui a quand même été envoyé extrêmement fort d'un point de vue politique, qui est sous le thème de prospérité commune. Donc attention aux modèles qui s'enrichissent, multimilliardaires, etc., et que le gouvernement chinois peut à un moment donné casser complètement des modèles. On l'a vu dans l'éducation, dans la technologie, c'est limite que le modèle chinois peut casser des modèles sans état d'âme parce qu'il a un sujet d'acceptation sociale de son développement. C'est tout à fait possible. Donc je pense qu'on reviendra non plus sur des valeurs chinoises. Voilà, je voudrais quand même dire que je reste convaincu qu'on n'est pas du tout sur de l'effet de mode sur la transition environnementale. C'est pas ce qu'on a dit non plus. Non, mais ayez en tête, par exemple, un chiffre. Une des plus grosses utilities en Europe, c'est Iberdrola. Iberdrola, d'ici 2030, ils vont ouvrir 50 gigawatts de capacité en renouvelable. 50 gigawatts. Alors, c'est pas directement comparable, mais quand on parle du programme des EPR français, avec le premier mis en service potentiellement 2035, pas avant, on est à 25 gigawatts. Alors, bien sûr, le rendement du nucléaire, c'est 70%, le rendement du renouvelable, allez, en moyenne, si on est à 25-30% aujourd'hui, on est bien, donc les capacités sont pas identiques. Mais en termes d'investissement, c'est pas derrière nous, c'est devant nous. On a l'impression qu'il y a un peu mode et que ça délivre pas parce que c'est un biais cognitif, c'est-à-dire ça fait tellement, on en parle tous les jours, on a l'impression, on se dit, attendez, quand est-ce que ça vient, etc. Mais c'est parce que entre l'annonce politique d'un plan d'investissement, le vote par la Commission, le déclenchement des investissements et le résultat dans les entreprises, il y a un effet. Donc, ce qui s'est passé, bien sûr, sur les valeurs environnementales, c'est quand tout le monde a annoncé Biden, son plan d'investissement, la Commission européenne, boum, exubérance irrationnelle, tout le monde s'est rué sur ces valeurs vertes, ce qui a entraîné une explosion des valorisations totalement anormale. Donc, on a eu une correction saine, mais le thème de la transition environnementale, il est juste devant nous en termes de capacité d'investissement. C'est un thème pour les 10 ans qui viennent. Alors évidemment, il ne faut pas investir n'importe où à n'importe quel prix. Non, ça a été dit, les équipementiers renouvelables. Pour casser l'effet de mode, on a justement aujourd'hui ce recul sur un certain nombre d'expériences. Non, mais ce que je veux dire, c'est il y a eu une déception sur la valorisation de beaucoup de valeurs en 2022, et c'était une correction salutaire. Ça ne veut pas dire que le modèle d'entreprise ne fonctionne pas. Si on prend le modèle équipementier, si on prend Vestas, qui est leader européen sur la construction d'éoliennes Boulon et Mât, évidemment, ça reste compliqué, mais je pense que le point d'inflexion est 2023. Et pour vous aussi, c'est revenir aux fondamentaux microéconomiques des entreprises, c'est-à-dire je pense que l'effet matière, ils ont eu tout à l'envers. C'est-à-dire, il y a eu une année, 18 mois, où ils ont eu tout à l'envers. C'est-à-dire, ils ont bidé sur des prix alors que l'électricité était basse. Il y avait de la compétition sur les volumes. Il fallait prendre des parts de marché. Donc, ils se sont mis à prendre des engagements et des commandes. Et il y a un moment où
tout s'est retourné, c'est-à-dire ils se sont retrouvés avec inflation, prix des matières premières, inflation salariale. Donc effectivement, il y a cet effet-là. Pour autant, je peux vous assurer que le management de Vestas est complètement au clair sur ces problématiques-là. Donc on va voir progressivement une remontée des prises de commandes avec plus de discipline sur quel type de commande on prend. Le problématique des matières premières, il y a de la désinflation, et 2, ça commence à repasser dans les prix. Et donc par contre, on va avoir un taux d'équipement et un taux d'investissement extrêmement important. Donc je pense qu'on a encore du brouillard là-dessus. C'est un secteur sur lequel aujourd'hui, nous, on était légèrement sous-exposés, et on le reste, mais c'est un thème extrêmement important. Je pense qu'il faudra revenir dessus assez fortement en 2023. Et dans la chaîne, encore une fois, sur les petites et moyennes entreprises, il se passe des choses incroyables en termes d'innovation environnementale sur les techniques renouvelables, biodiversité. On a une innovation extrêmement forte. Et là aussi, c'est un thème sur lequel, finalement, on s'est... l'année dernière, de façon contre-intuitive, notre stratégie qui a le mieux performé, c'est notre stratégie globale environnement, avec un maximum de mid-cap américaine sur une thématique environnementale. Mid-cap, un des secteurs qui a le plus sous-performé. Plus valeur de croissance. Valeur de croissance, valeur verte. On a fini flat par rapport aux indices, un peu plus. Donc attention au biais, c'est-à-dire qu'on raisonne en grande masse. Il y a ce qui s'appelle des effets de mode, les marchés sont très volatiles. Les tendances sont là. Il y a un business extrêmement fort. Et Léa, tu prenais l'exemple automobile, je pense que c'est parlant. C'est-à-dire qu'est-ce que disent les dirigeants d'entreprise? Ils ne disent pas la transition, on ne va pas la faire. Ils disent juste le point d'arrivée. On a toujours trop de doutes sur le point d'arrivée. Le point d'arrivée, on va finir le moteur thermique, mais ils l'ont tous en tête. Quand Renault réorganise etc., ils savent que c'est un business en run-off. Là où ils sont pas d'accord, c'est ils disent on connaît le point d'arrivée, on n'est pas forcément d'accord sur la trajectoire, on veut nous faire aller trop vite. Donc, mais l'organisation, le modèle du point d'arrivée, ça ils l'ont tous en tête. Et donc, bien sûr, ça pose plein de difficultés, de réorganisation des chaînes, mais c'est aussi une opportunité. Regardez, qui aurait cru il y a un an et demi que Renault se remettrait aussi bien, aussi vite de l'endroit où ils étaient. Aujourd'hui, de quoi vous parle Renault avec sa Mégane E-Tech qui fait un tabac? Pricing power, discipline. Finalement, l'électrique, c'est aussi une opportunité pour nous. Ça nous permet de nous remettre sur des marges un peu plus cohérentes. Donc voilà, je crois vraiment que ce thème-là, c'est vraiment le thème des 10 années qui viennent, sur lequel il faudra rester présent, sélectif bien sûr, mais extrêmement présent, parce que c'est là où va se jouer la décennie d'investissement qu'on a devant nous. Je peux continuer, hein. Alors oui, j'aimerais bien, mais on va réaborder ce thème aussi. Alors plus sur l'aspect aussi réglementaire et des enjeux sur la dernière table ronde. Et je sais qu'une heure ou deux même n'y suffirait pas. Mais nous avons d'autres thèmes à aborder, et notamment le prochain qui est celui des taux. Les taux qui ont donné le là sur le marché cette année. Donc j'ouvre notre prochaine partie. Alors, effectivement, quelle anticipation pour le marché des taux aujourd'hui? Je me tourne cette fois vers Stéphane Déo. Comme je le disais, ils ont donné le là sur les marchés en 2022. Vous avez évoqué quand même une note optimiste. C'est vraiment le retour des taux cette année. Mais plus précisément, si on a aussi évoqué la politique des banques centrales, notamment avec Pierre Barral. Pour vous, votre point de vue déjà à ce niveau-là? Je pense qu'effectivement, pour comprendre l'évolution des taux cette année, il faut commencer par les banques centrales. Pour moi, c'est le point principal. Alors, vous parliez de pivot. En fait, paradoxalement, on a déjà passé un pivot, en quelque sorte. C'est-à-dire que le record historique de hausse de taux sur un mois dans le monde, c'était en novembre l'année dernière. C'était un niveau extraordinaire qu'on n'avait jamais vu. Je rappelle qu'à l'époque, Fed et BCE montaient leur taux de 75 points de base toutes les 6 semaines. Là, on est en train de se chamailler entre économistes pour savoir si c'est 25 ou 50. Donc on a déjà un ralentissement. Alors c'est pas le vrai pivot. Le vrai pivot, c'est le jour où ils baissent les taux. Donc on en est encore très très loin. Et vous voyez, on a un ralentissement de la progression des taux d'intérêt. Nous, notre point de vue, qui est très proche de celui de Pierre, c'est de dire la Fed va s'arrêter à 4,75, 5%, fin du premier trimestre. La BCE, qui est en petit décalage, va aller jusqu'à 3. Alors, je crois que vous avez 3,25, c'est quasiment le même chiffre. Et on s'arrête au début du deuxième trimestre.
Le point important pour moi, c'est pas vraiment le niveau. On peut, à 25 points de base, c'est pas ça qui va changer la face du monde. C'est combien de temps on reste à ce niveau-là. Et c'est là où je pense que le marché va beaucoup trop vite en besogne et commence déjà à spéculer sur l'idée que on a monté les taux, l'inflation baisse, tout va très bien, Madame la Marquise, hop, on peut rebaisser les taux derrière. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a au moins 2 baisses de taux qui sont attendues par le marché sur la deuxième moitié de l'année pour la Fed. Pour nous, ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Pourquoi ça va trop vite? Il y a 2 raisons, et vous en avez parlé, donc je vais passer un peu rapidement. Le premier, c'est l'inflation. Alors l'inflation peut baisser vite, voire très très vite dans les mois qui viennent. Alors je vais vous donner une statistique qui va peut-être surprendre plusieurs personnes. Les prix de l'énergie baissent en Europe. Alors, la facture énergétique, depuis 2 mois, baisse pour les ménages européens. Elle a baissé en novembre, elle rebaisse en décembre, d'après les statistiques qu'on a eues il y a quelques jours. Donc, vous voyez, il y a une composante qui va s'effondrer. Ça peut tirer l'inflation très bas. Regardez, entre parenthèses, les chiffres de mars, vous risquez d'avoir une surprise. On peut avoir une baisse très très rapide. Donc on était à 10 sur l'inflation en Europe en novembre. On peut arriver à 5 cet été assez rapidement, donc divisé par 2. Le reste va être beaucoup, beaucoup plus compliqué à faire. Et donc, si je suis une banque centrale, qu'est-ce que je vois? Nous, on a un atterrissage chez Ostrom qui est plus proche des 4% en fait que des 2% sur la fin de l'année, qui, je pense, est assez consensuel d'après ce que j'ai entendu ici. Ça veut dire que vous êtes une banque centrale, vous n'avez pas fait le boulot. Donc, il faut rester avec des taux élevés assez longtemps. L'autre élément, c'est que vous avez parlé de croissance et donc une récession mineure. C'est aussi notre scénario. Il y a un point qui me semble extrêmement important, c'est qu'on est en pénurie d'emplois. On a un vrai problème pour trouver des emplois. Si vous prenez les États-Unis, vous regardez le nombre de personnes qui travaillent, vous rajoutez le nombre d'offres d'emploi, vous êtes au-dessus de la population active. C'est-à-dire que si tous les Américains se mettaient à travailler, ça ne suffirait pas. En Europe, c'est moins extrême, mais juste un chiffre, d'après l'INSEE, il y a 67% des entreprises françaises dans l'industrie qui ont du mal à embaucher. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que si on a une petite récession, vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vont dire on ne va pas licencier parce que quand ça repart, on va avoir des problèmes. Et donc vous pouvez très bien avoir une situation où on a un tassement de la croissance, ça c'est je pense indubitable, on a petite récession, mais avec une réponse du chômage qui est extrêmement faible. Et donc si je suis une banque centrale, j'ai une inflation qui reste élevée, et la pénibilité pour faire baisser l'inflation, c'est ralentir l'économie, et surtout, ce qui est vraiment très très pénible, c'est faire progresser le chômage. Si le chômage ne réagit pas, ou très très peu, finalement, j'ai pas cet aspect-là. Donc nous, on pense que les taux vont se stabiliser, et donc autour de 5% pour la Fed jusqu'à la fin de l'année, autour de 3% pour la BCE jusqu'à la fin de l'année. Et donc ça change fondamentalement la donne, parce que ça veut dire, d'une part, qu'on n'a plus cette progression extrêmement rapide, mais ça veut aussi dire que à partir de ce moment-là, on a beaucoup, beaucoup plus de visibilité. Et le marché est en train de saluer ça, déjà. Si vous regardez la volatilité qui a été extrêmement élevée l'année dernière, elle est en train de baisser sur le marché des taux. Je vais prendre juste un exemple, le MOVE, qui est vous connaissez probablement le VIX, le petit cousin pour les taux, ça s'appelle le MOVE. L'indice de volatilité sur le marché des taux. Voilà, c'est l'indice de volatilité. On était record historique en novembre. On a baissé d'un quart à peu près déjà depuis novembre. Donc on est toujours à des niveaux très élevés, beaucoup plus élevés que la moyenne, etc. etc. Donc là aussi, je ne vais pas vous donner un scénario trop rose. Mais on a déjà une baisse très très significative du profil de risque et du manque de visibilité. Une fois qu'on a posé ce décor, si on revient plus spécifiquement sur les taux chez Ostrom. Donc sur les taux, je vais commencer par le taux directeur le plus important, c'est le Bund, évidemment. Avec une BCE donc, qui va à 3% et qui reste à 3% très longtemps. Nous, on a un atterrissage sur le Bund à 3% également. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que la courbe est inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les taux 10 ans sont en dessous des taux 2 ans. Bon, c'est juste, sauf que le Bund est un petit peu au-dessus de 2. À notre avis, c'est beaucoup trop bas, ça a été dit, ça on est assez d'accord. Je trouve que le marché regarde beaucoup les bonnes nouvelles et pas trop les mauvaises nouvelles. Donc quand l'inflation baisse
il est très content. Quand l'inflation sous-jacente monte, il s'en fiche. Donc, c'est bien, mais ça ne peut pas durer pour l'éternité. Par contre, si vous regardez le Bund, donc le taux 10 ans allemand, il est au-dessus du taux de la BCE. D'ici 15 jours, puisqu'on a la prochaine réunion de la BCE le 2 février, ce taux directeur de la BCE va gagner 50 points de base, probablement. Et puis on va continuer à monter. Il est très difficile pour moi de voir le taux 10 ans allemand être beaucoup, beaucoup plus bas que ce taux directeur de la BCE. Alors ça peut arriver, des courbes inversées, ça arrive. En gros, le marché vous dit la BCE surajuste, elle va être obligée de baisser les taux assez rapidement. Mais une courbe très inversée, ça ne peut pas durer très très longtemps, parce que ça coûte très cher à un investisseur, en fait. Et on a vu ça, en particulier en 2006, 2007, 2008. Vous aviez une courbe américaine qui était très très inversée, avec une Fed qui est restée à un niveau élevé assez longtemps. Et bien petit à petit, vous êtes obligé de reconverger petit à petit. Donc le 3% est peut-être un tout petit peu ambitieux, mais une fois de plus, Pierre, je crois que vous avez 3,25, vous 3,50. Alors 3,50 sur, pardon, il y a un petit détail technique, c'est 3,50 sur le refi. Ouais, sur le refi. Alors sur le refi, parce que là ça jargonne un peu alors quand même. Que nous, on est sur le dépôt. Donc on a, en gros, on a le même taux. À 25 BP près. C'est ça, c'est ce qu'il faut Mais donc l'idée, c'est qu'on peut très bien aller autour de 3%. Ce serait un pic, parce qu'effectivement, à un moment donné, l'inflation va quand même revenir à des niveaux plus bas. Et donc, c'est une opportunité pour rentrer. Et donc, pour revenir, là aussi, je répète ce qui a été dit, à l'heure actuelle, il nous semble que le marché pêche un peu par excès d'optimisme en termes de taux d'intérêt qui sont beaucoup trop bas. Donc, à très court terme, le risque pour moi est très, très asymétrique. Dit autrement, pour justifier les taux là où ils sont à l'heure actuelle, il faudrait soit une récession beaucoup plus forte, soit une inflation qui se tasse beaucoup plus rapidement que ce que je vous ai raconté. Les deux me semblent peu probables. Donc, à court terme, il y a très clairement un risque de rebond des taux d'intérêt. Par contre, très clairement, sur le scénario qui est notre scénario central, on se retrouverait fin premier trimestre, début deuxième trimestre, avec énormément de visibilité, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière, et des taux qui seraient nettement plus hauts. Et là, c'est un moment privilégié pour rentrer sur le marché des taux d'intérêt. Alors justement, voilà, vous aviez précisé que les taux, c'était la revanche des taux. Donc aujourd'hui, quelles sont vos positions sur les différents taux ? Du coup, pour l'instant, on reste relativement prudent en directionnel. Une fois de plus, c'est tactique. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on pense que les taux vont remonter à court terme. Sur les spreads périphériques, nos modèles nous disent qu'on est à peu près à un niveau normal. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que... Ça veut dire que la rémunération du risque est à peu près adéquate. Ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'on vient de 6-7 ans de QE très agressif de la BCE. Donc, les spreads périphériques sont énormément resserrés, ce qui est logique, ce qui était voulu, ce qui était le but du jeu. Avec une homogénéité ? Oui, alors il y a quand même pas mal de disparités entre les pays, mais la BCE a relâché l'élastique. Donc on pouvait craindre que le marché se réajuste. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. On reste relativement prudent quand même sur certains pays, en particulier l'Italie, où on trouve là aussi le marché un petit peu optimiste. Mais donc sur les spreads périphériques, pour nous, on est revenu à la normale, il n'y a pas de risque très très important. Le dernier point qui nous semble beaucoup plus intéressant, c'est le marché du crédit. Où là, par contre, je l'ai dit en introduction, on a par exemple un indice IG qui était au-dessus de 4% en début d'année. Donc on commence à être rémunéré de manière adéquate sur le risque. Je rappelle quand même que c'est pas si vieux que ça. En août 2021, la moitié de l'indice IG était en taux négatif. Donc la moitié, alors c'est très bien si vous êtes une entreprise, mais ça veut dire que la moitié des obligations des entreprises bien notées, investment grade, avait un taux d'intérêt, payait un taux d'intérêt négatif. Donc, si vous êtes une entreprise, c'est très bien, mais si vous êtes un investisseur, parce que nous, on est du côté d'un investisseur, c'est moins rigolo, évidemment. Donc, on est revenu sur des niveaux qui sont plus corrects.
La vraie question pour moi sur le crédit, c'est, comme d'habitude, c'est l'arbitrage entre le risque que vous prenez, parce que forcément il y a une probabilité de défaut, et la rémunération que vous avez. Notre point de vue sur le risque de défaut, c'est qu'il va progresser. Alors on part quasiment de zéro, donc il peut qu'augmenter, augmenter, ça c'est clair. La question c'est est-ce qu'il augmente un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie? Bon, nous notre scénario, c'est un taux de défaut, notre scénario, mon modèle économique, c'est un taux de défaut qui va vers 4%. Alors, vous allez me dire, bon, d'accord, 4% sur le high yield, ça fait quoi? La moyenne de long terme est à 3,5%. Si je veux vous faire peur, je vais vous parler de 2009 avec 13%. Donc 4%, c'est pas bien, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais c'est pas une catastrophe. Pourquoi on va à 4% ? Parce que les taux ont monté, parce qu'on a quand même une petite récession, etc., etc. Donc on est très très loin d'un bain de sang. On a aussi une vingtaine d'analystes chez Ostrom qui analysent toutes les entreprises et qui, au lieu de regarder ce qu'on appelle en top-down, une vue macro, ce que je fais, qui regardent tous les titres qu'on couvre. Et en fait, ils ont un taux de défaut qui est encore plus bas. Ils sont autour de 3,5 à peu près. Donc il y a clairement une remontée du risque, c'est indubitable. Vous parliez de downgrade, on a la même chose sur le crédit. Les agences de notation ont plus de détérioration des notes que d'amélioration des notes. Mais on reste sur une marge de détérioration qui est en fait très limitée. Et donc qui nous pousse à avoir des objectifs fin d'année sur les écarts de taux qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne de long terme, mais pas beaucoup plus élevés que ça. Donc le profil de risque reste relativement positif. Ceci dit, pour être plus précis, ce que l'on a eu, c'est des taux high yield qui se sont beaucoup resserrés, et donc on est un petit peu plus prudent sur le high yield qui nous semble quand même devenir un petit peu cher. L'IG a été énormément supporté par tout le QE de la BCE, puisque je vous rappelle, la BCE n'achetait que des titres sur l'IG, il touchait pas au high yield, qui était évidemment influencé indirectement. Et là, par contre, quand on a relâché l'élastique, l'IG a eu tendance à s'écarter un petit peu plus. Donc, il nous semble qu'il y a un petit peu plus de possibilités sur l'IG, ajuster le risque, évidemment. Et sur le high yield, alors là aussi je vais faire écho à ce qui a été dit, il faut être très sélectif sur les noms. Mais il nous semble que c'est une classe d'actifs qui propose un rendement qui est très intéressant. Qui est intéressant aujourd'hui, sur lequel on peut revenir. Tout à fait. Très bien. Vous voyez quelque chose à ajouter en plus ? Non, peut-être juste un petit mot sur la Chine, parce que je pense que c'est un des éléments de risque pour moi pour cette année. Moi, mon point de vue, c'est que le poison est dans la dose. C'est-à-dire que si on a une réouverture de la Chine qui se fait graduellement, petit à petit, ça remet de l'huile dans les rouages. On voit par exemple le prix du transport transatlantique qui a été divisé par 4 depuis un an. Donc c'est très bien pour la croissance, c'est très bien pour l'activité, etc., etc. Par contre, si la Chine venait à se réouvrir trop rapidement, là vous avez une nouvelle vague de pression inflationniste. Et on le voit déjà, si vous regardez le prix du cuivre depuis quelques semaines, c'est assez impressionnant, ça a rebondi très très vite. Donc si la Chine venait à se réouvrir trop vite et à repartir trop vite, paradoxalement ça pourrait devenir très contre-productif. Et là, il y a un vrai risque que les banques centrales remettent une couche de hausse de taux, qu'on ait de nouveau des problèmes d'inflation plus persistants, etc., etc. Et pour moi, en fait, paradoxalement, vous voyez, c'est un peu une courbe à nu. S'il réouvre un petit peu gentiment, sans aller trop vite, c'est très bien. Si ça se fait à la hussarde trop rapidement, paradoxalement, ça peut devenir contre-productif. Donc je pense que c'est une vraie source d'attention et de vigilance pour l'année qui vient. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane. Nous allons ouvrir notre dernière table ronde que nous avons déjà partiellement, et je regarde Hervé Guez et Léa, évoquer qu'est la transition énergétique et quels en sont les enjeux.
Donc effectivement, la transition énergétique est un sujet aujourd'hui dans notre quotidien. Il a été aussi beaucoup challengé par certains médias, mais pas que, en fin d'année. Il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi cette réglementation SFDR. Donc ça, c'est le seul acronyme que je vais prononcer, mais il y en a pléthore. Et c'est justement pour y voir un petit peu plus clair que je vais me tourner déjà vers vous. Léa, on va parler de SFDR, qui est quand même la loi dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance, hein. Mais par contre, pour vous, là, elle a une vraie vertu. Oui. Alors, on a vécu une vingtaine d'années depuis l'émergence de ce concept d'investissement responsable, on va dire, hein, même s'il est un peu plus ancien, mais on va dire depuis le début des années 2000, avec un flou artistique, hein, faut pas se cacher, en matière de définition, de méthodologie, de pédagogie, enfin bon. Et ça a ouvert une voie très claire depuis 5 ans à beaucoup d'acteurs qui finalement n'étaient pas forcément présents sur le sujet, de par l'engouement de certains clients, mais aussi par la pression de la régulation, de se dire on va faire de l'investissement responsable, durable, le terme est toujours très large. Et quand on arrive dans cette situation où le marché s'accélère, la croissance est exceptionnelle, hein, parce que clairement on a vécu une crise de croissance dans ce marché de l'ISR, sans règles, eh bien il y a des abus, il y a probablement des passagers clandestins, pour reprendre les termes économiques, et donc il y a évidemment la une des journaux qui commence. Et donc, vous l'avez tous vécu, certains acteurs ont souffert de ces contrôles qui n'existaient pas avant et qui ont mis à mal des pratiques, en tout cas communiquées en extérieur, qui n'étaient pas véritablement réelles. La SFDR, c'est ça, mais c'est un peu plus compliqué, c'est de dire stop, maintenant on signe la fin de la récré, il va falloir quand même un petit peu cadrer les choses. Et c'est une très bonne nouvelle de ce point de vue-là. Alors évidemment, quand le régulateur s'empare des sujets, en général, c'est très complexe, c'est très long. Hervé l'a dit, il faut que ça se vote, il faut que ça se signe, ça se rediscute. On en est en plein dedans et ça va durer au moins 5 ans parce que la SFDR, elle est entrée en vigueur en 2021, mais elle est véritablement entrée en vigueur d'un point de vue, je dirais, opérationnel là au 1er janvier, avec 1 an et demi pour l'ensemble des acteurs de la gestion d'actifs pour se mettre au carré, et c'était loin d'être suffisant. Et en introduisant, et je vais probablement conclure là-dessus parce que sinon on va y passer des heures, un concept qui pour moi est clé, et je suis persuadée que Hervé partage ce point de vue. On n'était pas tous vertueux et des fonds à impact. Donc il fallait faire une gradation. Et ça fait des années que la plupart des acteurs européens engagés le disent, parce qu'on a des labels, mais des labels qui sont sans distinction finalement de niveau d'exigence. Je parle pas de contrainte, je parle bien d'exigence. Et qu'il fallait avoir la possibilité de proposer aux clients une gradation dans ce qu'est un investissement responsable, durable, impact, qui permettent à chacun de s'y retrouver, de dire moi j'ai envie de faire quelque chose de très pur, très impact, avec des exigences fortes sur des secteurs, sur des pratiques de marché, etc. Et puis éventuellement des exigences un peu moins fortes, avoir des secteurs que je considère en transition, puis évidemment éventuellement rien faire du tout parce que ça m'intéresse pas. Cette gradation-là, elle était nécessaire. La SFDR l'a introduite avec des articles, les articles 8, les articles 8+, les articles 9, dont vous allez tous entendre parler. Et c'est une bonne chose parce que finalement après un énorme rétropédalage du marché sans surprise, les articles 9 sont très peu nombreux. Et c'est bien parce qu'en fait, la réalité du marché, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fonds qui, depuis des années, font des articles 9, c'est-à-dire des fonds à impact pour 100% de leurs investissements. Et puis tout le reste va se décliner sur les articles 8 et les articles 8+, avec des niveaux, encore une fois, de gradation plus ou moins important. Nous, chez DNCR, on a fait le choix de la prudence parce qu'on a un profil différent de Mirova, parce qu'on est une société de gestion qui adressait vraiment des types de stratégies différentes. Donc, on a 4 fonds, 4% de nos encours sur les articles 9, et ça nous paraît très sain. Et on imagine bien qu'à horizon 4-5 ans, on sera peut-être entre 5 et 10%. Mais finalement, le reste du marché, qui va probablement évoluer aussi au fur et à mesure du temps dans ses contraintes, existe chez nous et représente encore une majeure partie de nos investissements. En tout cas, plus de clarté selon les différentes gestions. Vous êtes d'accord du coup, puisqu'a priori c'est le cas sur ce partage. Peut-être une approche aussi pragmatique, parce que là on apprend aussi en marchant avec cette réglementation. Donc... Oui, non, alors complètement d'accord. Effectivement, chez Mirova, on ne fait que de l'investissement impact et on est très heureux de la pédagogie qui va être liée à cette réglementation. Il
Et la réglementation avait commencé à faire le travail. C'est-à-dire à quoi ça peut servir une réglementation si c'est bien fait? C'est effectivement à structurer un peu le marché pour que les gens s'y retrouvent et à encourager la direction qui paraît répondre à des objectifs d'intérêt général, de politique publique, etc. Et donc, on avait vu la première version SFDR où effectivement les flux d'investissement se sont dit ah bah tiens, finalement avoir de la conviction environnementale et sociale, un peu d'impact, c'est intéressant, et donc les flux sont allés vers là, et on a commencé à avoir une structuration de marché. Là, il y a juste un petit warning et un appel à la Commission européenne. Un des dangers, évidemment, dans tout cet univers d'investissement à impact, c'était le greenwashing, quoi. Et alors là, j'ai un scoop. Il n'y a que du greenwashing. Voilà. Donc Mirova vous le dit, il n'y a que du greenwashing. C'est-à-dire, si je suis une ONG qui nie la réalité, je peux défendre que toute activité humaine, toute activité d'entreprise a des impacts négatifs sur l'environnement. Il n'y a pas vous respirez, vous émettez des gaz à effet de serre. Vous consommez des matières premières, oui, toute activité humaine génère des impacts négatifs. Donc, si la réglementation se laisse embarquer par des ONG et un manque de compréhension de ce qu'est la réalité économique et la réalité du marché vers il faut absolument tuer tout risque de greenwashing, on n'aura plus de fonds article 9. Voilà. Et la réglementation aura raté son coche, puisqu'on va revenir avec finalement de se dire bon ben il y a plus d'article 9, c'est pas politiquement correct de faire des articles 6, hein, donc il y a que des articles 8. Bon bah en quoi ça éduque le marché? Il va falloir redire bon bah il y a du 8-, du 8 normal, du 8+. Bah écoutez, le 8-, le 8+, et le 8, c'était peut-être le 6, le 8 et le 9, c'est quand même plus simple. Voilà. Donc il va falloir faire cet aller-retour avec la réglementation, leur faisant comprendre que il faut quand même pas qu'on donne la caricature de ce que peut être la bureaucratie européenne et française, et prendre en compte un peu la réalité de marché dans l'implémentation de SFDR. Donc on est sur ces discussions-là aujourd'hui, c'est-à-dire d'une réglementation qui avait hésité entre je donne des directives à des pratiques de marché qui se mettent en place et on fait un aller-retour, et quasiment on devient normatif, prescriptif et on fait un label. Alors si SFDR doit se transformer en label, pourquoi pas? Enfin, ça me paraît une bonne chose. Mais dans ce cas-là, un label, ça se fait avec les acteurs, avec une gouvernance. Ça se fait pas dans une commission européenne classée, enfin avec des gens qui connaissent pas le marché. C'est moins connecté à la réalité. Oui. Donc voilà, la réglementation SFDR, c'est comme tous les acteurs économiques, on n'est pas fan de la réglementation, hein, fondamentalement. Mais c'est une bonne chose, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Léa, ça permet de structurer, etc. Et il faut se dire que c'est quelque chose avec lequel on va vivre de façon durable, c'est pas juste, il y a un effort là d'adaptation, il faut remplir tel papier pour tel client, etc. C'est structurellement, puisque le sujet de la transition environnementale est un sujet des décennies à venir, on va vivre avec cet aller-retour de réglementation, et donc il va falloir s'y mettre, il va falloir la comprendre, il va falloir discuter avec le régulateur, ça va être un effort de longue durée. Voilà. Par contre, j'appelle juste de mes voeux, si tant est que ma petite voix à l'échelle européenne puisse peser, c'est de dire attention à garder une réglementation qui soit cohérente avec ce que le marché peut offrir. Alors justement, vous avez parlé d'article 9, 6, 7, là, 8+. Il n'y a pas 7, pardon. 8+, en tout cas. Alors, ça existe, ça joue quelque part ailleurs. Enfin bon. Alors là, c'est l'exercice quasiment impossible, mais je vais vous demander, Léa, expliquez-nous. Expliquez-nous en quelques minutes ce à quoi correspondent ces articles. Oui. Je vais essayer de le faire de manière pédagogique, ça tombe bien, et surtout avec des exemples. Je vais commencer par l'article 8. L'article 8, c'est le plus facile. C'est quelque part dire, bon, quand on investit dans une entreprise, on va s'intéresser à la manière dont elle prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, gouvernants, sociétaux. Quel impact elle va avoir, positif ou négatif, mais surtout négatif. S'engager en tant que produit financier à publier justement un certain nombre d'informations pour que l'investisseur puisse avoir connaissance du profil de son fonds, et ça s'arrête à peu près là. Donc en fait, on est très proche de ce que l'on a appelé depuis assez longtemps de l'intégration ESG, pour faire simple. Quand on veut être 8+, là on introduit une notion qui va être encore plus importante pour les articles 9, c'est la notion d'investissement durable. Et ça, c'est la grande question qu'on s'est toujours posée. Pour caricaturer, est-ce que Total, c'est une valeur qui est ISR? Est-ce que LVMH, c'est une valeur qui est ISR? Est-ce qu'Iberdrola, c'est ISR? Bon, bah là, on est un peu en train de cadrer, même si le terme existe dans la réglementation, mais il n'est pas défini. C'est la beauté de la réglementation, mais on sait que ça va venir. Un investissement durable,
c'est, de notre point de vue, et c'est assez consensuel sur la place, c'est une entreprise qui va quand même avoir une partie, toute ou partie de son activité qui contribue à des enjeux du développement durable. Contribuer à des enjeux du développement durable, c'est, pour faire simple, je produis de l'énergie à base de l'électricité à base d'énergie renouvelable, je contribue aux enjeux climatiques. Il faut pouvoir identifier dans l'activité d'une entreprise, qui peut être très multiple, si une ou plusieurs de ces activités ont cette contribution environnementale au sens de la taxonomie européenne, mais pas que, ça peut être élargi à d'autres domaines, évidemment, social, etc. Mais en face de ça, il faut que je le fasse correctement. C'est-à-dire que si je produis de l'électricité à base d'énergie renouvelable, il ne faut pas que je le fasse en employant des enfants dans mon usine, en ayant finalement... Il faut une cohérence d'ensemble. Voilà. Donc il faut avoir une double vue, une entreprise qui a une contribution par son activité, donc c'est la partie produit, c'est l'output, et qui dans son comportement est responsable, à tout point de vue. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il va falloir cocher les cases. Laquelle et laquelle. Et c'est là où je vais reprendre mes 3 exemples, Iberdrola, LVMH et Total. Et c'est volontaire. LVMH, je commence avec celle-là. Vous avez beau tourner l'activité d'un groupe de luxe dans tous les sens, vous ne trouverez pas dans les produits et services qu'il vend quelque chose qui contribue aux enjeux du développement durable. Ça ne veut pas dire que c'est pas une entreprise responsable, ça ne veut pas dire que c'est pas une entreprise qui a pris en compte les enjeux du développement durable, mais factuellement, ils vendent des sacs à main. Donc, j'ai beau essayer de trouver un lien avec la démographie, la santé, l'alimentation, j'y arrive pas en fait. Donc, ça veut dire que les articles 8+, ils vont avoir la possibilité de dire, bah moi je vais quand même aller un peu vers ces entreprises d'impact parce que je trouve qu'elles sont intéressantes, mais je vais pas faire que ça parce que j'ai besoin d'une diversification. J'ai besoin d'aller vers des acteurs qui font autre chose. Et ils sont très nombreux les secteurs qui sont concernés. Vous pouvez passer là-dedans les médias, la publicité, les télécoms. Enfin, il y a énormément de secteurs et on va pas parler que du charbon, du pétrole, de l'extraction minière. Donc les articles 8+ vont se fixer des seuils plus ou moins importants. Le marché s'est accordé sur quelque chose d'assez light aujourd'hui, précisément parce que les définitions sont un peu compliquées. Et puis progressivement, je pense qu'on verra les articles 8 avec des engagements assez forts, peut-être 30, 40, 50% d'entreprises qui ont un impact, et puis le reste dans de la diversification, tout en gardant l'approche, évidemment, j'intègre les enjeux de développement durable au sens large. Et ben le 9, c'est 100%, c'est tout, c'est simple. Et pourquoi c'est important que ce soit 100%? Il n'y avait pas de définition ni de seuil au départ, mais c'est le seuil sur lequel tout le monde s'accorde. Parce qu'il y en a marre, pour faire simple, d'avoir des fonds où aujourd'hui vous pensez que vous faites de l'impact et en fait il y a 10-15% restants où on a pu faire toute autre chose et à la fin quand le client ouvre le portefeuille il se dit mais je comprends pas très bien ce que fait cette entreprise. Non mais ça c'est ma poche opportuniste, diversification temporaire parce que il faut que je fasse un peu ces secteurs en ce moment. Non, un article 9 il doit être pur. C'est ça le sens de la réglementation. Et donc cette définition de l'investissement durable, elle va être fondamentale, elle va évoluer. Il va falloir s'engager en tant qu'acteur de la gestion d'actifs qui veulent se conformer à ces règles, à évoluer avec cette réglementation au fur et à mesure de sa clarification. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça a été... Non, mais voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et en tous les cas, c'est sur cette note que nous allons conclure notre perspective, nos perspectives 2023. Alors effectivement, ainsi s'achève notre événement. Merci. Je vais remercier un par un nos intervenants pour cette heure et demie passée. Merci Pierre Barral, donc responsable de la gestion multi-asset. Ben oui, je prends le bout de la table. Je suis assez chez Natixis IM Solutions. Hervé Guez, merci. Directeur des gestions actions taux et solidaires chez Mirova. Léa Dunant-Châtelet, gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA Finance. Jean-Jacques Freeman, directeur des investissements chez Vegayen. Merci beaucoup. Et Stéphane Déo, merci. Directeur stratégie marché chez Ostrom AM. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. L'ensemble de ces perspectives seront disponibles par la suite en replay, mais vous pouvez déjà retrouver toutes les interviews et tous les éléments sur le blog Mon Épargne et Moi. N'hésitez absolument pas à le consulter, il est précieux d'enseignement. Je vous dis à très bientôt et merci encore.